Avez-vous trouvé parmi les fusillés et les morts au combat en Dordogne des gens tués pour s'être opposés à la déportation et pour avoir aidé des déportés? Oui, alors je pense qu'il n'en existe pas forcément beaucoup. Pour répondre à la question telle qu'elle est posée, je pense à une personne qui s'appelait Bousquet, qui a été tué 1er avril 1944 à Saint-Ors, lorsque la division Bremer est passée dans la région et dans le village. Et il a été tué avec beaucoup d'autres juifs, et lui qui ne l'était pas, mais uniquement parce qu'il avait hébergé des juifs chez lui. C'est-à-dire que là, le lien est fait, la causalité entre le fait d'avoir accueilli des juifs et d'avoir été tué parce que juif. Et non seulement il a été tué, mais ils ont aussi brûlé sa maison. Mais sinon, d'autres cas similaires, je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ça veut dire aussi que il faut se méfier de cette question, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils aidaient, ne se posaient pas forcément la question de savoir ce qu'ils risquaient. Ils le faisaient parce qu'il fallait le faire, c'était leur sentiment profond. Ils auraient pu être emprisonnés, là en l'occurrence il a été euh, tué, mais la question était à l'inverse. On le faisait parce qu'il fallait le faire. Est-ce que l'aide et le sauvetage des Juifs ont été importants en Dordogne? Oui, je pense qu'on peut répondre oui. Euh, c'est une réponse qui est compliquée parce qu'elle est compliquée à mettre en évidence. C'est-à-dire que l'histoire, elle est écrite avec des documents d'archives. Or, la sauvegarde des Juifs, ça fait partie des choses qui ont été possibles uniquement parce qu'elles se sont faites dans le secret, ou dans la clandestinité, ou dans l'humilité et la simplicité des gens qui ont posé les actes et qui ont fait ces choix-là. C'est toujours une question de choix. De toute façon, face à une situation, qu'est-ce qu'on fait? On fait, on ne fait pas, on fait comme ci, on fait comme ça. Donc c'est des choix. Et les gens n'ont pas revendiqué après-guerre ces choix-là. Donc, mais ce qui est certain, c'est que dans mon ouvrage, j'ai essentiellement parlé des choses que j'avais pu faire sortir des archives écrites. Mais tout ça, ça ressort du témoignage oral. Et c'est-à-dire qu'on retombe sur la question des justes. Les justes sont restés très longtemps méconnus. Et à savoir que beaucoup de justes n'ont pas eu la décoration ou la médaille des justes, parce que ce qu'ils ont fait n'est pas connu. Donc, mais ce qui est certain, oui, et je peux dire oui parce que j'ai rencontré ou je suis sollicité par un nombre incroyable de gens qui étaient juifs à l'époque et qui le sont toujours d'ailleurs, mais qui à l'époque ont vécu la situation comme telle et qui me disent mais j'ai été aidé. Seulement ils avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc leur souvenir ne permet pas de retrouver ni les lieux ni les gens. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'histoire des Juifs en Dordogne? Pourquoi ne m'y serais-je pas intéressé? On peut poser la question aussi à l'inverse, c'est-à-dire que c'est une question. Alors, les juifs me demandent pourquoi je m'y suis intéressé, et les non-juifs me demandent pourquoi je m'y suis intéressé. Donc, ça veut dire que la question pose problème, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas juif, mais j'ai toujours considéré, non, je suis un peu âgé, un peu, pas tout à fait, mais un peu quand même. Et depuis très jeune, je sais que cette question-là m'avait interpellé. Je me souviens, j'avais vu, à l'époque, c'était une série. Alors actuellement, on n'en parle pas en bien. Ça s'appelait Holocauste. C'était en 1979 et ça m'avait beaucoup marqué. Alors j'avais lu des choses, bien sûr, des livres, mais cette série m'avait marqué. Bon, je crois qu'elle a marqué beaucoup de gens aussi. Et depuis, j'avais toujours cette relation à l'histoire du judaïsme et à la Shoah que j'ai considérée comme faisant partie de notre héritage. Parce que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi absolu dans la violence. Et je pense qu'il y a un avant et un après. C'était mon point de vue profond. Et donc je pensais que cette question-là, elle intéressait tout le monde et pas seulement les juifs. Et au contraire, je dirais pas seulement les juifs, parce que souvent on a tendance chaque fois qu'il y a une question qui concerne les juifs, on a tendance à chercher le juif de service pour lui dire tiens, regarde, c'est une question qui concerne les juifs. Et donc, je trouve ça un peu curieux. C'est comme si on demandait aux Espagnols de s'occuper des Espagnols ou aux Arméniens de s'occuper des Arméniens. Non, je trouve que pour moi, c'était naturel. Voilà. On nous a parlé de Maurice Papon, de son rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux et de son procès.
Pourriez-vous nous dire quelques mots là-dessus? Alors pour moi, le cas Maurice Papon, ça pose la question de tous les procès qui a pu avoir lieu, soit des responsables français, soit des responsables allemands. Mon opinion, c'est que la justice n'a pas été vraiment rendue parce que beaucoup de responsables sont passés à travers la justice. Le cas de Maurice Papon est exemplaire puisque c'était un personnage puissant, ministre, etc., de plusieurs présidents de la République. Il a fallu l'acharnement en particulier de Michel Slitinsky et l'aide des archives départementales de la Gironde pour trouver des pièces à conviction pouvant incriminer Papon. Et c'est d'ailleurs sur la base de ces archives que certaines affaires peuvent émerger. Mais voilà, moi je dirais simplement que j'avais eu la chance d'assister au procès des 3 grands responsables de la déportation des Juifs de France. C'était en 1979 à Cologne. C'était Lischka, Hagen et Heinrich Zohn. Mais il fallait quand même attendre 1979 pour que ces grands représentants-là soient jugés. Voilà, donc je pense que c'est cette question de lenteur de la justice et on sait très bien aussi que beaucoup des principaux responsables sont passés à travers et ils ont pu être soit être utilisés par les services secrets soviétiques ou américains ou être exfiltrés par le Vatican ou profiter de quantités de réseaux pour partir en Amérique du Sud ou ailleurs. Donc je pense que la justice a été très, très mal rendue. Est-ce que votre travail d'archiviste et d'historien peut être considéré comme une forme de résistance, comme un travail de mémoire? Alors, précisément, je ne me pose pas comme historien. Je n'ai pas une formation d'historien. À la base, je suis documentaliste et ensuite, je me suis reconverti archiviste. Donc, et archiviste ou documentaliste, ce n'est pas la même chose qu'être historien. Je préfère me positionner comme chercheur. Quand on cherche, on trouve ou on ne trouve pas. Mais on cherche. Et ce qui m'intéresse, ça c'est une dimension déjà qui est importante à mon avis. Et alors quand j'étais allé voir Serge Klarsfeld, une fois j'avais besoin d'aller le voir pour un livre, et quand je suis rentré chez lui, il y avait beaucoup de livres, beaucoup de dossiers, puis dans un coin de la pièce, il y avait une grande banderole, il y avait marqué « Militant de la mémoire ». Et ça me plaît, c'est-à-dire que j'aime bien... effectivement, dans mon travail, il y a une part que je revendique de militance de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a le travail historique, et puis ensuite, il y a ce qu'on en fait. Et je vois par exemple qu'après mon travail de 2003, il y a eu par exemple la construction de beaucoup de stèles. Des stèles qui ont été rendues possibles parce que j'avais retrouvé les noms des victimes. Parce que la difficulté, c'est toujours celle-ci, c'est de pouvoir dire la réalité des choses. La réalité des choses, on la trouve dans les archives. Mais si on ne cherche pas dans les archives, on ne trouve pas non plus ce qu'il y a, d'où le terme de chercheur. Donc parce que j'avais pu retrouver les listes précises des gens qui avaient été arrêtés et déportés, et qui traînaient ces noms-là dans des archives qui étaient à Paris ou ailleurs, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour les trouver. Donc c'est à partir du moment où on a ces informations-là qu'on peut faire un travail de mémoire. Parce qu'il y a l'histoire, mais il y a la mémoire. Et puis il y a la mémoire individuelle, mais il y a aussi ce à quoi je m'attache, c'est la mémoire collective. C'est-à-dire pourquoi un événement n'est pas reconnu. Certains événements sont reconnus et d'autres non. Je prendrai simplement un exemple. Si vous regardez à Périgueux la salle Secresta, où il y a eu une arrestation massive de juifs, il y a eu 74 juifs arrêtés qui ont transité par Secresta et qui ont été réduits en poussière à Sobibor, à Emaïdanek, dans les semaines qui ont suivi. On n'en parlait pas. On n'en parlait jamais. On parlait uniquement de la rafle du 10 mai 1944, dite du Palace. Il y a eu ce jour-là au Palace beaucoup de gens arrêtés, mais au final, il y a eu 35 personnes envoyées en Allemagne, non pas dans les camps de concentration comme c'est écrit, mais pour du travail forcé. Et tous sont revenus. Donc vous voyez, là par exemple, on a deux exemples. Alors ce n'est pas très correct, ce n'est pas politiquement correct ce que je fais, parce que j'oppose une chose, j'ai l'impression d'opposer une douleur à une autre douleur. Mais en fait, j'oppose une réalité à une autre réalité. Une réalité qui n'était pas écrite, celle de Secresta, et une réalité qui était celle de la mémoire collective, qui était celle du Palace, et qui continue d'ailleurs à l'être. Si vous voulez, pour les Périgourdins, le modèle de la rafle, c'est la salle du Palace.
pas Sécrestat. Donc moi, je revendique, chaque fois qu'il y a une histoire qui n'est pas écrite, je revendique qu'elle soit écrite et qu'elle soit dite. Parce que dans la reconnaissance de cette histoire, aussi une dimension de justice. Pour les familles, par exemple, il n'y a rien de pire. On parlait d'Auschwitz tout à l'heure, mais c'est la triple punition. C'est-à-dire que les familles ont disparu, donc il n'y a pas de cimetière où se recueillir. L'histoire ne reconnaît pas l'existence, cette disparition n'est pas écrite. Il n'y a pas de stèle non plus forcément, donc c'est un triple oubli. Et je ne sais plus qui avait écrit, alors ça c'est une phrase magnifique, je vais essayer de la retrouver, c'est la mémoire. Non, flûte. Non, alors j'ai un trou, pour le coup, j'ai un trou de mémoire. Enfin, c'est une phrase qui dit que la mémoire est terrible. Se souvenir d'une chose, c'est terrible, mais l'oubli est encore plus terrible que cette mémoire-là. Donc, que ce soit la mémoire ou que ce soit l'oubli, familialement ou personnellement, je veux dire, hein, c'est différentes dimensions de la mémoire qui sont importantes. Il y a toujours dans ces histoires-là, pour cette époque-là, une dimension familiale. L'histoire m'intéresse, mais ce n'est pas une histoire de la statistique, ce n'est pas une histoire vue d'en haut de la stratosphère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une histoire, l'histoire du quartier, l'histoire au bout de la rue, c'est-à-dire l'histoire des gens, l'histoire individuelle. Et je m'attache, dans mes travaux, à faire une histoire des familles, une histoire des personnes, toujours mise en perspective par rapport aux événements et par rapport à la grande histoire. Voilà, c'est ces différentes dimensions que j'essaie de travailler à travers l'histoire, la mémoire. Je pense que ça clôt bien notre débat. Bravo. Merci. Merci.